Vous écoutez le podcast Devenir écrivain par Lucie Castel, épisode 12. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de ce podcast. Et aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir d'accueillir une autrice, Amélie C. Astier, qui va nous faire l'honneur et le grand plaisir de parler un petit peu de son expérience. Vous verrez qu'elle a un parcours d'autrice un petit peu atypique et on va creuser parce que je pense que ça pourrait intéresser beaucoup de nos auditeurs. Ça va se dérouler sous forme de dialogue et d'échange. Tout d'abord, je vais te souhaiter la bienvenue. Bonjour à tous et merci de m'accueillir. Tout d'abord, première question, est-ce que tu pourrais te présenter, rappeler ton nom de plume et nous dire depuis quand tu écris et dans quel genre essentiellement? Alors, mon pseudo, c'est Amélie C. Astier. Je l'ai repris récemment parce qu'en fait, au début, j'en avais deux. J'étais connue sous le nom de Amélie, mais c'est un peu compliqué d'avoir juste un prénom, donc du coup, j'ai repris mon pseudo Amélie C. Astier. Donc, dorénavant, c'est comme ça. J'écris depuis 7 ans, à peu près. Alors, j'écris dans la romance. C'est l'élément central. Et ensuite, après, je vais aller dans le MM, le MF, le paranormal, l'érotique, le nu adulte. Tous les genres me plaisent tant que ça me branche. Du coup, ton fil conducteur, c'est effectivement la romance, mais le contexte, tu ne t'interdis rien, en fait. Exactement, c'est tout à fait ça. D'accord. Du coup, je vais rebondir un petit peu sur la présentation que j'ai fait au début. Tu as un parcours très intéressant parce que tu es très jeune, je me permets de le souligner. Donc tu as commencé à écrire très jeune et tu as commencé à publier très jeune aussi. Et ton parcours atypique vient du fait que tu as décidé de te lancer très tôt, tu vas nous expliquer, mais très tôt dans l'auto-édition. Du coup, ma question c'est, quand tu as commencé à écrire, comment est-ce que t'es venue l'idée de passer de j'écris à et si je me mettais à auto-publier sans même penser tout de suite à présenter à des éditeurs classiques? Donc comment t'es venue cette idée d'auto-publier? Alors en fait au début quand j'ai commencé à écrire, j'écrivais de la fanfiction et en fait on s'est dit il y en a qui écrivent, on va se lancer un défi, on va essayer d'écrire une histoire avec une base déjà établie et donc en fait pendant 2 ans j'ai écrit de la fanfiction. Ça m'a plu, ça m'a permis d'apprendre toutes les bases, commencer une histoire, la terminer, écrire tout court, avoir un rythme et créer une trame. Et un jour, avec ma co-auteure, on s'est dit, mais pourquoi on n'écrirait pas une histoire de A à Z en inventant tout un univers? Et c'est parti de là, on s'est dit, après tout, on a fait plusieurs fanfictions, pourquoi on pourrait pas écrire un roman à nous, avec toute notre personnalité, tout ça? Et c'est comme ça, en fait, je me suis dit, bon, on va écrire un roman. C'était un challenge, passer de la fanfiction à un roman qui nous était propre. Alors, tu abordes un sujet qui est très intéressant. Parfois, on a tendance à dire que les personnes qui écrivent dans l'univers du fanfiction, c'est pas vraiment écrire, parce que l'idée, c'est de reprendre un univers qui est déjà existant, ou des personnages qui sont déjà existants. Et du coup, ce qui est très intéressant que tu es en train de nous dire, c'est que à partir du moment où on écrit, on apprend, quand bien même ce serait pas notre personnage de base, un univers qui existe déjà, il n'empêche que ça t'oblige à dérouler une histoire et les techniques de l'écriture sont exactement les mêmes. Et surtout, en fait, on n'avait pas à réfléchir de tout l'univers, les personnages, vu que tout était déjà établi. C'est comme si on avait une carte, un mode d'emploi, et on n'avait plus qu'à l'appliquer. Il fallait juste écrire l'entraînement, le vocabulaire. Et là-dessus, je trouve que la fanfiction, c'est très formateur, parce que tous les côtés un peu compliqués de l'écriture, on les a pas, on a juste à se concentrer sur l'écriture. Et alors du coup, dis-moi si je me trompe, mais avec l'univers de la fanfiction, c'est-à-dire que tu as des supports dédiés à ça, donc tu publies sur Internet, tu as des retours quasi en temps réel. C'est ça, chapitre par chapitre, nous c'était. Oui. Et donc ça, c'est j'imagine très formateur. Oui. Ça permet de rebondir, d'avoir un avis sur quelque chose. Quelqu'un va cibler un élément du chapitre où toi t'aurais pas forcément pensé, donc du coup ça va te permettre d'enrichir ton texte. C'est vraiment une expérience très enrichissante, la publication chapitre par chapitre. Je fais un petit bond dans le temps. Vous venez d'écrire votre roman avec ta co-autrice, vous l'avez terminé. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment tu t'es dit, ce roman-là, je décide de le vendre et j'utilise le procédé de l'auto-édition? Comment cette idée t'est venue? Alors en fait, quand nous on a terminé notre premier roman, on n'avait pas vraiment de notion d'auto-édition et surtout d'édition. Nous, ça nous paraissait être le parcours du combattant, se publier. Puis en fait, nous, je voulais faire ça au début pour le plaisir de partager notre roman. Dans la communauté où on était de la fanfiction, on avait une auteure qui connaissait KDP en fait. Et en discutant sur les forums, elle dit moi je connais, si tu veux, une fois que ton texte est prêt, je t'aide à monter ton compte sur la plateforme KDP. Alors qu'est-ce que c'est que la plateforme KDP? Kindle Publishing, Direct Publishing. En fait, c'est le support Amazon qui permet aux auto-édités de vendre leurs livres. Et donc du coup, elle m'a aidé à mettre en place mon bouquin, mais moi j'avais aucune notion de publication, rien. C'était mon plaisir mon livre va être disponible. Ceux qui veulent le lire pourront le lire. Donc du coup, on s'inscrit là-dessus. Mais c'était vraiment pas dans un but de publication. On n'était pas encore dans ce milieu-là. Et alors du coup, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu t'es dit, avec ta co-autrice, je vais pouvoir vivre de ma plume par ce biais-là et je vais en faire une entreprise?
Ça s'est fait bien plus tard. Sur 7 ans, au début, on a publié un roman. Alors, moi, j'étais contente quand il y avait 10 ventes. Hein. Mais c'était énorme pour moi. Comme tout le monde, comme quand on commence. Et en fait, au bout d'un moment, donc on a continué à écrire un roman, tout ça. Moi, je faisais mes études au fur et à mesure. Et un jour, on écrit un roman, on va le publier sur la plateforme, il va marcher. Mais il va se vendre à des chiffres, on se dit, mais c'est pas possible que les gens achètent mon bouquin. Et à partir de là, en fait, les gens, vu qu'ils ont déjà lu un de tes livres, ils vont lire le deuxième et le troisième, et la machine... Tu fidélises ton lectorat. Sans même s'en rendre compte, parce que nous, au départ, on publiait juste un livre comme ça, c'était pour s'amuser, c'était une passion. Et en fait, à un moment, ça va marcher, il y a de l'argent qui va rentrer, parce qu'il faut être honnête. Tout à fait. Et on se dit, mais je peux vivre de ma passion. Donc si ça me plaît, il faut faire en sorte de vivre de sa passion. Et nous, c'est ce qu'on a fait. On a tâtonné quand même. Moi, j'ai mis 4 ans à me dire, allez, c'est bon, je me lance là-dedans, parce que j'ai quand même fait un deal avec mes parents. On m'a dit, tu peux vivre de ta passion, mais par contre, il faut que tu aies un support. Si demain ça marche plus, il faut que tu puisses rebondir. Donc j'ai passé mon bac, j'ai adapté mon bac pour pouvoir écrire. Et le jour où j'ai eu mon bac, on m'a dit, tu fais quoi? J'ai dit, bon, je vais lancer la fac. Et en fait, la fac, ça me plaisait pas, je voulais vraiment écrire, et je me suis dit, on se lance, on monte une entreprise. Et c'est surtout ça qui est très très impressionnant, et qui est assez admirable, c'est que tu étais toute jeune, comme tu dis, tu passais le bac, et tu avais déjà une vision professionnelle, et tu t'es dit, on y va à fond, et c'est assez extraordinaire, et surtout, tu pointes quelque chose de très important, qui est que ça a beau être une passion, ça a beau être de l'art, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas à toucher un salaire et des droits d'auteur là-dessus, et donc de vivre de notre plume. Un artiste n'est pas censé mourir de faim ou avoir un autre travail à côté. Il devrait pouvoir se faire rémunérer à hauteur de n'importe quel autre travail et n'importe quelle autre production de l'esprit, en fait. Tout à fait. Et puis, comme on disait, sans auteur, pas de livre. Donc, exactement. Je veux dire, pourquoi un auteur devrait toucher moins alors qu'il a mis une production depuis des mois et des mois? C'est normal, tout travail mérite salaire. Et même celui d'auteur. Exactement. Et surtout, c'est d'ailleurs extrêmement important de le dire, parce que pour les auditeurs qui nous suivent, la question se pose toujours de oh là là, je suis artiste, il va falloir que je demande des avaloirs, il va falloir que je négocie des droits d'auteur. Et alors ce qui revient de façon assez récurrente, c'est mais quel prix je donne? Est-ce que je peux oser demander, réclamer et obtenir? Et c'est important de se dire que tout travail mérite salaire, et le fait d'écrire, comme tu dis, c'est un travail, c'est un travail intellectuel, c'est une œuvre de l'esprit, mais c'est un travail. Surtout qu'en auto-édition, bon, même les auteurs maintenant en maison d'édition, il y a l'écriture et puis aussi tout l'à côté, la présence marketing, bien sûr, l'image de l'auteur. Enfin, c'est pas juste l'écriture. C'est vrai qu'il y a un travail derrière très global, et l'auteur doit être reconnu comme étant, c'est un métier, pas un des plus simples, mais c'est quand même un métier, et il mérite d'être quand même considéré comme tel, avec les revenus qui vont avec. Alors ma question suivante, on va décortiquer un petit peu ce travail lié autour de l'auto-édition. Quel est le plus difficile quand tu es libre de mener ton entreprise de la façon dont tu l'entends, puisque c'est ton entreprise, c'est ton travail d'auto-éditer? Quelle est la plus grande difficulté? Est-ce que ça vient de l'écriture, du rythme, de ton calendrier que toi-même tu es obligé de t'imposer, ou c'est tous les à côté, parce que, encore une fois, c'est une entreprise? Tu parlais tout à l'heure de marketing, de présence sur les réseaux sociaux. Tu dirais quelle est la plus grande difficulté sur ce travail-là? La plus grande difficulté, c'est aussi la plus belle liberté, c'est que on est capitaine de son navire. On peut faire tout ce qu'on veut à n'importe quel moment, par contre on fait tout. Et la plus grande difficulté, c'est d'avoir plusieurs casquettes, en fait. Et c'est vrai que sur le long terme, faut être très organisé, faut être motivé. Quand on bascule en auto-édition, on est seul, entre guillemets, même si on s'entoure, il faut s'entourer, hein. Mais il faut quand même, on mène sa barque tout seul. C'est vrai que des fois, c'est pas facile. On doit s'adapter à faire plein de choses auxquelles on n'est pas forcément formé. Et c'est vrai que des fois, on aimerait bien avoir des petites astuces qui nous permettent de gagner du temps. On apprend en fait sur le tas, c'est vraiment ça. Quand on est en auto-édition tout seul aujourd'hui en France, il n'y a pas tellement encore de formation. Et du coup, on est vraiment lâché dans la mare comme ça, donc c'est plus compliqué. Tu as un petit peu répondu à la question suivante, mais c'est pas grave, je la pose quand même. C'est du coup, pourquoi est-ce que maintenant, puisque comme tu dis, c'est quand même un gros travail et pas uniquement lié à l'écriture, pourquoi est-ce que tu continues à t'auto-éditer, sachant que, par ailleurs, tu es aussi édité dans d'autres maisons d'édition classiques, comme par exemple Milady, ou comme par exemple J'ai lu? Pourquoi continuer à avoir la double casquette, alors que tu pourrais te concentrer uniquement à l'écriture? Alors, l'avantage de la double casquette d'être un auteur hybride, c'est que, en fait, on peut, entre guillemets, quand je dis tout avoir, c'est-à-dire tous les bons côtés et les côtés négatifs dans les deux positions. Quand on est auto-édition, on est libre. Et c'est vrai, moi, c'est principalement comme ça, je résume ma place d'auteur auto-édité, c'est que on est libre de faire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. On n'a pas de compte à rendre. Si quelque chose nous plaît pas, c'est notre faute à nous, entre guillemets. Si quelque chose ne marche pas, c'est encore de notre faute, ou pas forcément, mais je veux dire, on peut toujours rebondir. Rien n'est figé. Et cette liberté, on la retrouve pas toujours en milieu d'édition, où on a quand même des restrictions.
on a des comptes à rendre, on a des contrats, on a moins de liberté. Et c'est vrai que l'avantage d'être en auto-édition, c'est la liberté. Et quand on est publié par un éditeur, on a une sorte quand même de reconnaissance de la part du milieu. Il faut le dire, on va pas se le cacher. Disons-le. C'est vrai que être auto-édité aujourd'hui en France, c'est quand même un peu mal vu. Ça change, la mentalité change. On commence plus à croire les auteurs quand ils disent c'est par choix, plutôt par déception, Exactement. par désillusion, parce qu'on a peur de se lancer et d'être confronté à un avis d'un éditeur classique et que du coup, ou alors on a eu de multiples refus, alors déçus, on se tourne vers l'auto-édition. Et puis l'avantage de collaborer aussi en maison d'édition, c'est que ça nous apprend aussi un travail éditorial. Comment ça se passe en coulisses, comment on marche un fichier en révision, enfin les deux formations complètent en fait notre carrière d'auteur. Et je trouve que c'est très formateur, même s'il y a des déceptions des deux côtés. C'est bien d'avoir une expérience dans les deux domaines. Tout à fait. La question qui va intéresser nos auditeurs, c'est quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'auto-édition? D'être réaliste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'être réaliste? Être réaliste, c'est vrai que quand on publie un roman, on veut, même moi, on veut que ça soit un carton, que tout le monde l'aime, enfin tout le monde le lise. Et c'est vrai que le marché aujourd'hui est compliqué. Je veux dire, il faut pas s'attendre à la déception, mais il faut quand même être un peu réaliste. On peut avoir un coup de chance, on peut l'avoir, le bouquin va marcher, mais il faut prendre son temps peut-être, être faire patient. Les choses bien. Ouais, pas se lancer dans la précipitation. Moi, avec le recul, je pense que j'aurais fait les choses autrement. Si j'avais été formée, par exemple, j'aurais pas pris un nom de plume juste avec un prénom. J'aurais vraiment. Il y a des erreurs qu'on commet quand on est pas formé, qu'on n'a pas de renseignements, que je pense qu'on commettrait pas si on se préparait. Honnêtement, avec le recul, moi j'aurais aimé être informée de plein de choses pour pas avoir à faire d'erreurs et être un peu plus... Gagner un peu de temps. C'est ça, gagner du temps, et ça me permet d'être réaliste sur le milieu, parce qu'en fait on est un peu utopique, on débarque, on dit tout est beau, tout est joli, mais en fait non, c'est très compliqué, et en fait on est tout seul, il y a pas de guide, et c'est là où on commet des erreurs. On peut toujours revenir en arrière, mais c'est compliqué, c'est se mettre des bateaux dans les roues, alors que maintenant on a la et c'est du coup être confronté à de la frustration et peut-être à une certaine déception. Et s'arrêter d'écrire. On peut être un auteur en devenir... qui va vraiment changer quelque chose, et peut-être rater le coche parce qu'on va être mal préparé, ou on va subir une déception auquel on n'était pas préparé, et c'est compliqué de rebondir après. Donc du coup, ton conseil serait vraiment persister. Persister et rester patient. Patient, ouais, et pas être trop utopiste. Alors du coup, on évolue un peu, tu viens un petit peu d'en parler, mais je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Puisque tu es auto-édité depuis déjà quelques années, est-ce que tu dirais justement que le marché a évolué, que toi tu as vu à ton niveau une évolution du marché? Oui, il y a eu une évolution positive et négative, comme dans toute évolution. Par rapport à il y a 7 ans où les auto-édités avaient une place un peu d'outsider, où c'est ceux qu'on met un peu dans le placard, tout ça. Blacklisté, la fameuse blacklist. Exactement. Maintenant, on en parle de plus en plus. Il y a une grosse présence au Salon du Livre de Paris sur l'auto-édition, alors qu'avant, à part KDP, il y avait pas grand-chose. Maintenant, la place d'auteur auto-édité est plus importante. Les mentalités évoluent. Lentement, mais elles évoluent. Par contre, le problème, c'est que du coup, maintenant, c'est un peu comme la loi de l'offre et de la demande. Vu que ça devient très facile de s'auto-publier, des fois, on est trop dans le panier. Oui. Et c'est compliqué. Et que le marché n'est pas si extensible que ça. Exactement. Du coup, c'est vrai que c'est compliqué pour un auteur en devenir, ou même un auteur qu'on peut qualifier d'installer, de se faire sa place. C'est très compliqué. Donc c'est vrai que l'auto-édition, il y a une évolution positive, et je pense qu'elle va continuer à être positive, parce que les lecteurs et même les auteurs se rendent compte qu'il n'y a pas qu'une seule voie, il y en a plusieurs. Et il y en a pour tous les genres, il y a la place pour tout le monde. Mais c'est vrai que du coup, des fois il y a des petits revers de bâton, on est trop, mais c'est toujours positif. Le problème, c'est qu'il faut faire sa place, et c'est compliqué. Et alors, à ton avis, au niveau des perspectives d'avenir, est-ce que tu dirais que l'écrivain du futur serait un écrivain qui serait plutôt hybride et qui, du coup, naviguerait comme il a envie entre le circuit traditionnel et classique de l'édition et le circuit, je dirais, alternatif par rapport à celui-là, sur l'auto-édition? Moi, je pense honnêtement que c'est la bonne balance, parce que en auto-édition, on trouve une liberté, on a des revenus réguliers qu'on n'a pas en maison d'édition. Et c'est vrai que le fait de compléter les deux permettrait, je pense, de stabiliser la carrière de l'auteur, à avoir vraiment quelque chose de fixe, d'une situation pas précaire. Je pense que avoir les deux, ça serait complémentaire. Alors, ma dernière question, c'est est-ce que tu peux nous parler de tes projets? Alors actuellement, j'écris toute seule et avec une co-auteure. Donc toute seule, je termine une saga érotique qui parle du porno. Donc je traite la thématique sous un angle particulier. En fait, j'ai découvert ce qu'on peut appeler le porno éducatif. Et en fait, j'écris là-dessus. Mm-hmm. Et j'ai en projet un young adulte écologique qui parle de l'écologie. Et avec ma co-auteure, on va écrire un MF nu adulte sur l'univers de l'urbex.
Je te remercie beaucoup, Merci Amélie. à toi. C'était important que tu participes à ce podcast parce que pour ceux qui nous suivent, l'Institut des carrières littéraires ne s'est jamais caché du fait que l'auto-édition est pour nous une des voies professionnelles et professionnalisantes de l'auteur de demain. Et c'est extrêmement important et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va s'entourer de formateurs qui vont former, comme tu le dis, à l'auto-édition pour faire gagner du temps aux personnes et aux écrivains qui veulent se lancer dans l'auto-édition, leur permettre d'aller un tout petit peu plus vite ou, comme tu l'as si bien dit, d'éviter quelques écueils et de vivre certains échecs parce que on est intimement persuadé que l'auteur de demain est un auteur qui a le choix de sa carrière et qui a la possibilité à un moment d'être beaucoup plus proactif sur sa carrière et que l'édition classique nous permet un petit peu moins de liberté et surtout donne un peu moins la possibilité d'avoir son avis et la mainmise sur la couverture, la quatrième de couverture, la façon dont on distribue, le choix du genre que l'on fait, et que la carrière d'écrivain doit être une carrière pensée de façon très large, très libre et surtout très multiple. Oui, surtout qu'elle perdure, parce que maintenant Exactement. c'est très éphémère. La carrière d'écrivain devient très compliquée et surtout elle doit se réinventer constamment. Que ce soit entre éditeurs classiques qui fait que il faut pas hésiter à changer d'éditeur, ou que ce soit dans l'édition classique ou l'édition auto-éditée. En tout cas, merci beaucoup d'être venu, d'avoir consacré un petit peu de ton temps à notre podcast. J'espère que ce podcast-là vous aura donné quelques pistes de réflexion sur cette matière très compliquée et très nébuleuse de l'auto-édition. On va beaucoup en parler dans l'Institut des carrières littéraires. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager ce podcast pour qu'il ait plus de visibilité et je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast la semaine prochaine. Vous voulez devenir écrivain? Téléchargez sans plus attendre le guide écrivain mode d'emploi sur le site licares.fr, licares.fr. Ce guide vous donne les 4 étapes fondamentales pour progresser vers l'écriture professionnelle.